On va remercier Xavier Auster qui représente Grenoble INP, qui va nous présenter toute la démarche, la migration de l'ensemble de ces sites sur un environnement V6, projet qui a démarré il y a déjà 1 an. Merci, bonjour à tous. Je vais vous présenter, au-delà d'un site, en fait, un projet qu'on a dénommé Smart Web, comme vous pouvez le voir à l'écran, et qui était un projet en fait de refonte des sites internet de l'établissement. Pour commencer, je vais vous présenter Grenoble INP, qui est une structure un petit peu particulière puisque c'est un établissement qui fédère 6 écoles d'ingénieurs sur Grenoble, une prépa, et également une de ses spécificités, c'est l'ensemble en fait de la recherche qui est adossée à l'établissement. Donc on a 37 laboratoires de recherche, c'est non négligeable. Et voilà, on a évidemment au niveau des activités un volet de formation, un volet recherche et un volet lié à l'entreprise autour de la valorisation de la recherche. Grenoble INP s'inscrit, comme la plupart de vos établissements, dans des regroupements aujourd'hui, ce qu'on appelle des communes, des communautés d'universités, qui chez nous à Grenoble s'appelle l'Université Grenoble-Alpes. Et là aussi c'est important, c'est-à-dire que les identités changent actuellement et on verra que ça fait partie des choses qu'il faut aujourd'hui prendre en considération pour voir comment on peut gérer ces appartenances. Grenoble INP travaille aussi avec les 3 autres INP qui existent en France. Donc il y en a un à Bordeaux, un à Toulouse et un à Nancy. On a fondé en 2014 donc, le groupe INP avec qui on collabore régulièrement. Je vais revenir un petit peu en arrière pour nous resituer finalement là où on était au moment où on a démarré le projet. Ça nous remonte assez loin puisque nos sites avaient été pensés en termes d'ergonomie en 2005. Alors même si on avait un petit peu repris graphiquement un certain nombre de choses, ergonomiquement en termes de dimension de site, on verra des dimensions d'écran qui correspondaient à celles de 2005. Donc de ce point de vue-là, on avait quand même un certain retard. Il se trouve qu'on avait mis en place déjà une solution multisite avec pas mal de sites, une ergonomie unique, ce qui nous permettait d'avoir une image groupe pour l'ensemble des sites qui appartenaient donc, à l'établissement. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui était assez important. On a poussé aussi une solution qui nous permettait de faire respecter la réglementation, qui prenait en compte aussi pas mal tout ce qui était référencement dans les moteurs de recherche. Et enfin, qui nous a permis en fait de pousser la décentralisation de la saisie auprès d'un grand nombre de contributeurs. On a mis en place une espèce de kit qui permettait de fournir un accompagnement de la formation, mais du conseil, du support technique et évidemment la réalisation des sites. Donc en termes de résultats, ça nous a permis d'avoir à peu près entre 55 et 60 sites internet, 40 sites internet et 15 intranets pour être précis. Et aujourd'hui, on a à peu près entre 250 et 300 contributeurs réguliers sur l'outil. Évidemment, l'un des intérêts, c'est aussi d'avoir une économie de moyens qui est considérable, puisque à partir du moment où on regroupe tout sur une seule plateforme, eh ben, ça limite les coûts si on devait réaliser chaque site internet indépendamment en passant par un prestataire extérieur. En termes de référencement aussi, on avait des résultats qui étaient relativement bons. En termes de trafic, on est à peu près à 10 millions de pages vues, 2,5 millions de visites, ce qui est quand même pas mal reporté en fait à la taille de notre établissement, dans la mesure où on représente 5500 étudiants. Donc il faut repositionner en fait la volumétrie que je vous présente au regard évidemment de la dimension de notre établissement. Ça, c'est la dimension d'écran telle que c'était à l'époque. Donc graphiquement, je ne ferai pas de commentaires. Je vous laisserai apprécier la chose, mais ce sur quoi on va s'arrêter, c'est évidemment la dimension 755 pixels de large. C'est effectivement très faible. Et donc, les sites s'affichaient comme des timbres-poste sur des grands écrans actuels. Donc, en gros, si on fait un petit état des lieux, on a des sites qui sont plus adaptés aux grands écrans. On voit émerger des nouveaux écrans. Ça a été évoqué assez longuement ce matin. On reviendra tout à l'heure là-dessus. Évidemment, les smartphones, mais également les tablettes tactiles. Mais on pourrait envisager les téléconnectés qui vont se développer de plus en plus, voire tout type d'écran tactile qui pourrait s'afficher ici ou là et qui vont se développer de plus en plus. L'autre aspect, c'est qu'on avait une version de Casub qui était ancienne et qui donc était obsolète et présentait un certain nombre de failles de sécurité. Et la sécurité a un enjeu
qui est de plus en plus fort, hein, on l'a vu récemment avec toutes les alertes que vous avez pu recevoir et tous les hacks de sites que vous avez pu constater, qu'évidemment, à l'époque, c'était un enjeu aussi pour nous de s'assurer une fiabilité de ce point de vue-là. Alors, indépendamment de ce constat, on a posé des objectifs stratégiques qui étaient évidemment d'améliorer la lisibilité, puisque évidemment, quand on a un site qui s'affiche comme un timbre-poste, eh ben, on se finit par avoir des textes qui sont extrêmement petits, et donc on a des problèmes de lisibilité. Donc c'était un élément qui était assez fort, c'est nous gagner en lisibilité, mais également en attractivité hein, auprès de l'ensemble des cibles qu'on souhaite toucher à travers nos sites. C'était également profiter de cette évolution pour proposer de nouveaux services aux usagers et enfin assurer donc la fiabilité informatique. Ma hiérarchie m'avait aussi demandé d'inscrire le projet hein, dans cette convergence qui était en cours à ce moment-là avec les autres universités de Grenoble et de Savoie au sein de la commune Université Grenoble-Alpes. Alors en termes d'objectifs opérationnels, ça s'est concrétisé à travers deux actions principales. Une montée de version de Cassub de 5.0 en 6.0 et enfin la rénovation du design graphique. Alors, on a fait un périmètre qui était distinct, c'est-à-dire que autant la migration 5.0 à 6.0 a concerné l'ensemble des sites, autant la migration du design graphique, on l'a périmétré à un certain nombre de sites qu'on a identifiés. Donc c'était le site internet de l'établissement plus le site des écoles d'ingénieurs. Alors en réalité un peu plus que ça, puisqu'on avait aussi un site de laboratoire, puisqu'on voulait s'assurer en fait que la façon dont on avait pensé le template pouvait s'adapter aussi à un site de laboratoire qui avait certaines spécificités et d'autres sites à côté mais d'importance plus mineure. C'est vrai que le projet Smart Web, dans sa version 1 que je vous présente ici, en fait, était vraiment orienté site internet. Donc on a mis de côté la partie authentifiée. Et j'ai un slide à disposition à la fin parce que je suis dans une démarche de réflexion du web authentifié et donc pour le coup on est passé dans un mode Smart Web 2 qui va justement essayer de se préoccuper de cette question-là. Donc l'analyse. En gros, on a constaté qu'on avait trois exigences fortes sur lesquelles on voulait être performant. La première chose, c'est évidemment s'adapter aux différents écrans qui sont présents maintenant, donc les grands écrans, les tablettes et les smartphones. Mais c'est également être en capacité de penser une interface à trois niveaux, qu'on verra qu'on va croiser avec aussi la problématique de site portail et de site éditorial. Je vais revenir sur ces points-là qui sont très importants. Et sur l'interface à trois niveaux, il était important de se dire un site de composantes, il s'intègre dans un site établissement qui, nous, est Grenoble INP. Donc, par exemple, une école d'ingénieurs s'intègre au sein de l'établissement Grenoble INP. Elle a une identité forte, etc. Et par contre, elle appartient quand même à l'établissement. Mais au-dessus de nous, on a aussi la commune Université Grenoble-Alpes. Comment est-ce qu'on fait coexister finalement ces poupées russes? Et donc, il y avait une vraie problématique d'essayer de présenter l'identité et les appartenances lorsqu'on a pensé en fait le design graphique et la conception du site. L'autre aspect, c'est la problématique site portail et site éditorial, sur lequel je reviendrai un peu plus loin. Sur le premier point, l'aspect accessibilité aux différents écrans, évidemment, il y a une problématique d'afficher le contenu par rapport aux écrans et par rapport aux périphériques qui le demandent. Mais au-delà d'une adaptation, en réalité, on s'aperçoit que les usages aussi évoluent. Hein, c'est ce qui a été aussi évoqué. Et notamment, en fait, si on prend les tablettes et les téléphones, il y a le tactile. Et le tactile, ça a un impact. Et si on regarde le téléphone, le téléphone, il apporte de nouvelles propriétés, de géolocalisation, mais également de téléphonie, parce qu'on oublie souvent qu'un téléphone sert à téléphoner. Et mine de rien, c'est très important dès lors qu'on va vouloir afficher du contenu sur un téléphone. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Sur la tactilité, par exemple, le survol, il est plus possible. En tout cas, plus difficilement. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible à faire, ça existe, mais c'est plus difficile. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les liens doivent être affichés de façon explicite, parce qu'au clic, on active le lien et on bascule. Ça veut dire qu'aussi sur les menus, quand avant on pouvait avoir des menus avec des effets de survol, aujourd'hui c'est plus difficile de produire ça.
Le menu, c'est soit on affiche les sous-menus, soit on clique pour accéder à une page. L'opération qui consiste à vouloir avoir les deux, ce qui était possible jusqu'à présent avec un effet survol de souris et ensuite je clique si je veux quand même aller sur le menu principal, n'est plus possible. Donc il faut repenser aussi cette gestion-là. Évidemment, quand vous avez des gros doigts comme les miens, le problème aussi, c'est l'espacement des liens quand ceux-ci peuvent être rapprochés. Quand vous faites une liste de liens ou dans un menu, etc., il faut bien penser que les espaces que vous mettez à disposition pour le clic soient suffisamment importants pour qu'il n'y ait pas de conflit au moment du clic. Alors même si les interfaces aujourd'hui, pour un certain nombre de navigateurs proposent des agrandissements, etc., c'est toujours préférable que votre interface intègre nativement en fait, les contraintes auxquelles l'utilisateur est confronté. Donc en gros, une première préoccupation qui était de penser les interfaces tactiles, et pas seulement, même si on pointe aujourd'hui les tablettes et les téléphones, encore une fois, moi je pense que demain, tous les écrans seront tactiles. C'est-à-dire que les ordinateurs portables seront tous avec des écrans tactiles. On pourra afficher à peu près n'importe où des écrans qui seront tactiles et avec lesquels on pourra avoir des interactions. Donc la tactilité est en train vraiment de se déployer et de mon point de vue, il faut être en capacité de penser nos interfaces, quelles qu'elles soient, en intégrant cette problématique-là. Le second point, c'est évidemment la limitation de l'usage du clavier. C'est-à-dire, en gros, il a été présenté en fait des solutions de recherche à facettes ce matin, et je pense que les systèmes où on part, où avec des clics, des choix qui nous permettent de réduire à la fin en fait le nombre de résultats et de sélectionner un résultat tout simplement par des solutions au clic devient préférable aussi à des solutions où on doit passer par de la saisie clavier, puisque la saisie tactile est toujours plus pénible qu'un système de sélection multiple, quelle que soit la forme qu'on propose. Ça va aussi avec la réduction des formulaires qui sont proposés globalement. Alors, ça c'est la tactilité, mais la plus grosse contrainte reste malgré tout celle du smartphone, du fait de la dimension de son écran. On verra que sur la conception, nous, le choix qu'on a fait, ça a encore été évoqué ce matin, c'est de partir sur ce qu'on appelle une conception mobile first. Mais en réalité, si on conçoit l'ergonomie d'interface depuis la solution la plus contrainte, qui est celle du téléphone, pour aller vers le desktop, il n'empêche qu'on n'a pas d'espace de création en termes graphiques. Et c'est pas sur un smartphone qu'on va créer l'identité graphique. Et donc en réalité, on est passé, nous, sur un système de conception qu'on dit croisé, se dire qui est une des façons de faire aujourd'hui, qui donc consiste à penser l'ergonomie d'interface depuis le téléphone en allant vers, donc ça veut dire les blocs, l'emplacement des éléments et des fonctionnalités, en partant du téléphone et en allant vers le grand écran, mais par contre de concevoir la création graphique depuis là où on a le plus d'espace pour le faire, c'est-à-dire du grand écran, et de décliner ça, tablette puis smartphone. Et globalement, c'est un mode de fonctionnement qui est assez efficace. Évidemment, on a la contrainte des écrans, mais les téléphones mobiles ont d'autres contraintes, des contraintes de débit. Voilà, et c'est vrai qu'après, se poser la question de savoir si on fait du responsive, si on fait du site mobile dédié, etc., etc., du fait de ces points de vue, moi je tends à penser que les débits sont de plus en plus importants et que à relativement court terme, ce ne sera pas trop un problème. Nous, après les tests, on constate que globalement, l'affichage est assez bon. Donc on n'a pas de regret sur le choix du responsive. L'autre aspect, c'est évidemment l'usage. L'usage entre une tablette. Alors les tablettes, au départ, on nous les vendait, les gens les mettaient sur les sacs, partaient avec. Finalement, on constate que 80%, même 90% de l'usage, la tablette, elle ne bouge pas du lieu où elle est. C'est-à-dire, elle reste à la maison, elle reste au travail, mais on n'est pas dans un usage en mobilité. Contrairement au téléphone portable, où on est vraiment un usage en mobilité. C'est-à-dire, les gens, dans la rue, dans les transports en commun, en permanence, sont avec leur téléphone et ont une véritable consultation en mobilité. Et là, l'usage devient véritablement différent, notamment quand on associe ça avec, évidemment, tout ce qui est géolocalisation, tout ce qui est
toutes ces capacités que nous offrent aujourd'hui en fait les téléphones, que nous proposent peu ou pas les desktops. Et donc à partir de là, on va pouvoir proposer de nouveaux services relativement à la situation particulière des gens qui consultent le web avec un téléphone. Et c'est un peu la démarche qu'on a essayé d'avoir pour essayer de proposer des choses, parce qu'on pense que la personne qui consulte des sites internet sur un téléphone ne le consulte pas de la même façon que sur un desktop ou sur une tablette. On n'est pas du tout sur le même niveau de confort de consultation. Et donc la consultation, elle se passe pour des raisons bien particulières. Je suis en déplacement, j'ai rendez-vous avec, je veux avoir des informations sur le lieu vers lequel je me rends. J'ai rendez-vous encore avec quelqu'un, je suis en retard, je vais l'appeler. Ah mais tiens, j'ai pas son numéro de téléphone, je vais faire une recherche annuaire. Etc. Et donc là, on est dans quelque chose qui est un petit peu particulier où je suis abonné à des flux via des réseaux sociaux. Et nous, parce qu'on a une stratégie réseau social, qu'on s'est déployé sur les réseaux sociaux, et on pousse nos contenus à travers les réseaux sociaux, puis les gens, ils cliquent, ils ont accès. On est sur des modalités de consultation qui sont plutôt de ce type. Ou alors j'ai une newsletter que j'ai poussée, on arrive dans le mail, on consulte le mail, etc. Voilà. On ne pense pas que la navigation sur un téléphone mobile, enfin au-delà de le penser ou pas, d'ailleurs c'est constaté par des chiffres, les gens ne naviguent pas sur un téléphone. Donc au départ, il y a une action qui va inciter l'utilisateur à aller faire du web et à consulter nos sites sur un téléphone. Et donc c'est à travers en fait l'analyse de cette recherche qu'on a essayé de faire une proposition en correspondance. Voilà, pour mettre en avant des services qui étaient plus spécifiques et plus dédiés à la mobilité. Maintenant, la notion de fonction de portail et de fonction éditoriale. Ça, c'est un autre problème auquel on a été confronté, c'est que un site établissement, et spécifiquement un site établissement, un site de composantes, ça allait un petit peu moins, ça a une fonction d'orientation au sens général, c'est-à-dire qu'il faut qu'on renvoie vers l'ensemble des sites qui sont mis à disposition. Pour les universités, c'est des sites du FR. Pour nous, c'est des sites d'écoles d'ingénieurs. Ça va être des sites qui vont être dédiés, nous par exemple à la presse ou autres. Ça va être les sites de labo, ça peut être tout ça. Et on a une multitude de sites, parce qu'en introduction, j'ai annoncé que j'en avais une 50aine de sites internet. Donc à un moment donné, il va falloir être en capacité de renvoyer vers ces sites de façon intelligente. Le problème, c'est que si on ne le pense pas, ça vient dans notre page d'accueil et ça vient en fait, faut bien le mettre quelque part, ce renvoi. Et donc ça vient manger finalement en fait l'espace qui pourrait être exploité pour au contraire des fonctions éditoriales. Présentation d'actualité, information, etc. Et donc d'où le besoin de réfléchir à la coexistence, encore une fois, dans notre site, de fonctions qui sont des fonctions d'orientation et des fonctions éditoriales. Alors là, j'ai évoqué la notion de renvoi vers les sites internet, mais c'est vrai aussi géographiquement. Je ne sais pas quelle est la situation de votre université, mais nous, on a un éclatement géographique sur Grenoble, entre le site universitaire qui est en périphérie de Grenoble, même si on appelle ça, le campus de Grenoble, en réalité, il est à Saint-Martin-d'Air. On a sinon notre siège avec une école d'ingénieurs qui est en plein centre-ville, une autre qui est dans un centre de recherche vers Minatech en entrée de ville. On a une école d'ingénieurs à Valence. On a des labos qui peuvent être éclatés sur le territoire, etc. Et donc, pour le coup, comment est-ce qu'on fait aussi pour quelqu'un qui arrive, pour finalement l'orienter à travers cette diversité? Et on s'aperçoit quand on commence à creuser, après qu'on voit l'organisation de l'établissement, en termes de structure, de services centraux, de composantes, etc., qu'on a une complexité qui est quand même très forte et qui est assez spécifique aux universités. Et comment est-ce qu'on rend compte de ça finalement à travers un site établissement? C'est un peu la réflexion que finalement on s'est posée, et c'est ce que j'appelle moi les fonctions portail. Donc après évidemment c'est pareil, nous on a 1300 personnels, il faut être capable de les mettre en relation, et puis on va aussi avoir une batterie de services numériques qui sont à disposition des extérieurs éventuellement quand ceux-ci sont publics, mais qui peuvent être plus ou moins privés puisqu'on a des publics captifs que sont nos étudiants, qui avec finalement des identifiants peuvent accéder en fait à des services et également nos personnels. Et donc on voit qu'à un moment donné, il faut être en capacité de pouvoir orienter les gens à travers tous ces éléments-là. Et au niveau de la fonction éditoriale, c'est
Aussi l'émergence d'un certain nombre ce qui pour nous étaient des nouveautés, mais qui n'est pas forcément pour un certain nombre d'entre vous, mais qui sont présentes, c'est finalement l'émergence de l'image. On s'aperçoit que les sites, on a de moins en moins de texte, de plus en plus d'images. C'est vrai pour tout, hein, donc c'est une tendance qui est extrêmement forte. Donc on a vu apparaître notamment les carousels, hein, avec des grandes images qui basculent d'une actualité à l'autre, etc. On a également la vidéo qui prend une part de plus en plus importante. Donc comment est-ce que on arrive à la mettre en avant? On a les fonctions réseaux sociaux, renvoi sur nos pages réseaux sociaux, mais aussi partage de nos contenus, hein, pour les gens pour qu'ils puissent partager directement. Et on a aussi la problématique de l'accessibilité au handicap, hein, qui évidemment est une obligation réglementaire pour les sites publics, hein, et donc auquel on doit se préoccuper. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses au niveau éditorial aussi qui sont des fonctionnalités qu'on doit assurer. Et pour finir, nous on a réintroduit, on l'avait fait, puis après on avait arrêté, on a réintroduit en fait les entrées par cible. On dit vous êtes, les gens définissent finalement qui ils sont, et on va proposer des contenus qui leur sont dédiés. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Tout simplement parce que on a dit tout à l'heure que sur un téléphone mobile on ne navigue pas. L'idée c'était justement de privilégier une façon d'entrer dans le site où pour les gens qui sont en situation de mobilité, ils n'ont pas de questions à se poser, ils disent je suis un tel, et on a mis tous les contenus qui sont susceptibles de les intéresser directement au bon endroit pour éviter qu'ils naviguent à travers nos entrées thématiques. Pour conclure, finalement, ce vers quoi on est allé, c'est un site qui est construit très simplement comme vous le voyez là, ça veut dire avec un bandeau qui va essayer de présenter l'ensemble des fonctionnalités de portail que j'ai évoquées, donc d'orientation. Un site courant au milieu, et en même temps qui au-dessus sur le bandeau marque l'appartenance à l'établissement. Donc en quelque sorte, au centre, vous avez le site courant, le bandeau qui donc est le site de la composante, le bandeau qui va être le rattachement identitaire à l'établissement, et en même temps qui présente des fonctions portail. Et un pied de page qui nous permet en fait de montrer notre appartenance à la structure plus grande qui est Université Grenoble-Alpes, la commu à laquelle on appartient. Donc on a croisé en fait les problématiques où on devait avoir une identité à 3 niveaux et en même temps nos fonctions éditoriales et nos fonctions de portail. Pour comprendre cette histoire de bandeau haut, je vous ai présenté ici des extractions en fait, hein, du Monde et de l'Obs, où on voit de plus en plus émerger en fait les sites. Voilà, on a un groupe, et puis dans ce groupe, on a un certain nombre de sites. Donc dans le Monde, vous voyez en fait finalement tous les canards vers lesquels ça renvoie. Sur l'Obs, c'est pareil. Donc là, ils les ont mis à plat. Mais ce qu'on voit également apparaître, c'est les services. Donc on voit qu'il y a un menu, les services du Monde. Vous voyez que sur l'Obs, il y a aussi les services. Et donc on voit émerger finalement ces bandeaux, qui sont des bandeaux groupes qui réunissent en fait des fonctions de portail. Si vous allez sur un site d'entreprise comme EDF, et là j'ai cliqué sur tous les sites EDF et vous voyez que vous avez un menu qui permet de renvoyer sur l'ensemble des sites du groupe. Et donc ça c'est la logique finalement que nous on a. Et aujourd'hui le site tel que il est présenté sur un écran. Et là une déclinaison. La particularité, si vous regardez bien en fait notre logo en haut à gauche, c'est que il est coloré. Et chaque couleur en fait correspond à une couleur d'école d'ingénieur. Donc en fait on a une charte qui est déjà intégrée. Et donc vous voyez ici, nous on a choisi plutôt de rester dans les gris pour justement laisser en fait la couleur à l'ensemble de nos composantes. Le plus simple, ça reste malgré tout que je vous fasse une petite démonstration sur le site, puisque maintenant il est livré. Donc vous voyez le site tel qu'il est là. Alors, il se trouve que là j'ai une dimension qui est restreinte par le vidéoprojecteur, mais il pourrait s'étendre encore un petit peu. Vous voyez ici finalement le bandeau tel que nous l'avons intégré, bandeau en fait qui est persistant. Donc on voit ici Grenoble INP qui donc présente le rattachement établissement et donc l'identité.
Et ici, l'ensemble des sites. Alors, ce n'est pas les 50 sites, hein, on a mis les sites qui étaient majeurs, hein, puisqu'après, voilà, mais en gros, nos écoles d'ingé, les laboratoires, et ensuite les sites qui sont dédiés, on va dire, à un certain nombre de cibles, et notamment l'entreprise. Donc, un site dédié au recrutement de nos élèves et diplômés, où les entreprises peuvent déposer d'offres d'emploi et de stage. Le site de la formation continue, le site de notre fondation, de notre entreprise filiale, et enfin de nos diplômés. Voilà. Sur e-service, on a un certain nombre de services, d'abord publics, et ensuite on spécifie ceux qui sont authentifiés, donc qui sont à destination de nos élèves et personnels, où on renvoie vers l'annuaire. Une solution d'accès avec calcul d'itinéraire, hein, en fait c'est l'objet lieu qu'on a évoqué ce matin, que je vous présenterai tout à l'heure. Une solution d'agenda, une présentation de l'organisation, donc là c'est la façon dont on oriente pour expliquer comment on est organisé et on renvoie vers des présentations de notre structure, un module d'aide sur lequel je ne vais pas rentrer en détail, et enfin des renvois vers un certain nombre de services, nos intranets, un portail de services, des espaces collaboratifs, les cours en ligne et notre solution d'emploi du temps. Voilà. Donc là, pour le coup, en gros, c'est des espèces de raccourcis vers les services majeurs qu'on met à disposition des uns et des autres. En mode portail de service, on va avoir la liste complète des services qui sont à disposition, parce qu'on a bien d'autres. Sur le bouton connexion ici, pour l'instant, en fait, il sert surtout aux contributeurs CASUP pour se connecter. Et ensuite, ils ont dans l'interface en front office des fonctionnalités additionnelles qui facilitent leur saisie. Mais demain, en fait, on a déjà prévu une fonction qui est liée à ce qu'on appelle le web, ce que j'ai appelé le web authentifié, qui est notre fameux projet Smart Web 2, qui renverra vers des fonctionnalités plus avancées, avec des pages dédiées, etc. Et on pourra éventuellement l'évoquer tout à l'heure. Ensuite, on a donc ici un premier bandeau avec évidemment notre logo, nos rubriques sous forme d'entrée thématique, les renvois vers les réseaux sociaux, différentes langues, et ici un carrousel d'actualités avec 5 actualités, et enfin nos entrées par cible. Si je rentre sur une entrée par cible, on va voir qu'ici on va avoir les contenus qu'on a regroupés et qui sont totalement dédiés en fait à nos futurs étudiants potentiels qui souhaitent se renseigner. Bon. Et donc en gros, si je reviens sur la page d'accueil, vous voyez ici les cibles qu'on a prédéterminées. Si on rentre ensuite sur notre page, on va avoir ici des contenus. Comme ça a été présenté et comme on est en responsive design, puisque c'est le choix qu'on a fait, c'est une présentation par bloc qui tend à se normaliser aujourd'hui avec, comme je le disais tout à l'heure, une mise en avant de l'image quand même, en tout cas beaucoup plus que ce qu'on avait jusqu'à présent. Et également ici en fait ce qu'on a appelé notre Web TV, en gros c'est la valorisation de nos vidéos issues de notre chaîne YouTube en quelque sorte. Et donc si vous voulez voir les fonctionnalités responsives, c'est assez simple, c'est-à-dire que dès lors que vous réduisez la dimension de l'écran, que vous passez un seuil, vous tombez sur un format tablette. Là, ce qu'on constate, c'est que le bouton connexion déjà se transforme en une icône pour gagner de la place. Le menu vous êtes bascule ici, et ensuite on bascule en 2 colonnes. Si vous continuez et que vous basculez en mode téléphone, le menu est thématique. On estime qu'on navigue pas, donc en fait on l'a transformé en bouton standard menu smartphone. Et ici nos sites, on l'a transformé en icône. Par contre, les e-services n'apparaissent plus ici. En fait, ils ont été migrés directement en fait dans l'interface pour mettre en avant finalement les fonctionnalités qui en situation de mobilité nous paraissent être les plus pertinentes, en particulier pour un téléphone. Donc comme un téléphone ça sert à téléphoner, on a mis en avant l'annuaire pour la mise en relation des personnes. On a également tout ce qui est notre solution de calcul d'itinéraire, voilà, qui est en fait ici accès itinéraire et l'agenda.
Et ensuite, évidemment, on est sur quelque chose d'assez standard, si ce n'est que le vous êtes, ben, on l'a mis en avant et non pas le menu, parce que justement, ben, là, on va proposer plus facilement des contenus qui sont dédiés à la cible. Donc là, c'est vraiment la spécificité de l'interface. Je dirais la grosse réflexion, de notre point de vue, la grosse plus-value entre la version desktop et la version mobile, c'est d'essayer de mettre en avant des fonctionnalités qui sont vraiment propres pour associer affichage sur petit écran, mais aussi pousser, être plus conforme à l'usage. Voilà. Donc c'est vraiment le travail qui a conduit en fait à la conception de notre portail. Après le reste, c'est du standard, hein, c'est-à-dire qu'on va comment dire, présenter ça en monocolonne. Les réseaux sociaux basculent en pied de page, etc. Et là, on s'est conformé à finalement ce qui se faisait relativement couramment. Hein. Donc on n'a pas inventé grand-chose. Une des spécificités, c'est que tout à l'heure, je disais qu'il fallait qu'on soit tactile compatible. Bah, typiquement, là, on a fait en sorte que les images soient cliquables autant que le titre. De façon à augmenter en fait la superficie de clic et donc simplifier finalement les solutions de clic. Alors, on a essayé de croiser des problématiques de référencement naturel et en même temps de respect de la tactilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, en référencement naturel, idéalement, il vaut mieux que les titres soient faits sur des textes de liens performants, ce qui est le cas de nos titres. Et donc c'est pour ça qu'on a mis le titre en premier, l'image en second. Il y a toute une logique aussi qu'on a essayé de respecter de ce point de vue-là. Et si vous basculez sur un de nos sites, hein, pour aller sur Felma par exemple, physique, électronique, matériaux, vous voyez qu'ici en fait on a une déclinaison basée sur la couleur, hein, voilà, qui est assez simple, hein, somme toute. Et on peut revenir sur le site de Grenoble INP par le lien qui est ici. En pied de page, si on regarde en fait le pied de page, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est pareil, c'est étendu. Les pieds de page aujourd'hui sont étendus et on les utilise comme plan du site, hein, en quelque sorte. Voilà, donc on rappelle ensuite le logo. Ici, finalement, l'adresse postale de l'établissement, les réseaux sociaux et enfin notre attachement à l'Université Grenoble-Alpes. On a quelques autres fonctionnalités. Si par exemple on vient sur un article, enfin là ici c'est une actualité, on s'aperçoit qu'en fait on a intégré un certain nombre de fonctions aussi éditoriales. Donc là, c'est des fonctions d'accessibilité avec agrandissement, rapetissement du texte. Hein, ce n'est pas les seules fonctions d'accessibilité, mais je ne vais pas faire le tour de ça. Des fonctions d'enregistrement en PDF, de renvoi par mail et de partage. Donc là, par exemple, on va pouvoir partager sur les réseaux sociaux qu'on a souhaité pousser. Et là, si par exemple on clique sur Twitter, on a paramétré en fait pour que ça reprenne le titre, le lien qui finira par être tronqué automatiquement, c'est-à-dire enfin réduit. Et enfin marqué via Grenoble INP pour poser notre marque, comme ça si jamais c'est retweeté, on connaît l'origine, etc., etc. Ces fonctionnalités-là sont assez intéressantes et on les retrouve en bas, puisqu'on se dit que c'est une fois qu'on a lu l'article qu'on est susceptible aussi de le partager. On valorise aussi la vidéo, pas que en page d'accueil, donc avec des actions ciblées, qu'on arrive à avoir de la vidéo responsive, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc c'est aussi assez intéressant. On s'est posé la question, quand même, il faut le dire, de savoir si on laissait les vidéos ou pas, parce qu'en termes de débit, etc., etc. Mais en réalité, en fait, les gens peuvent très bien utiliser leur téléphone en ayant un accès Wi-Fi chez eux. En réalité, on s'est dit, on a laissé à l'utilisateur le choix, en fonction de cette situation, de cliquer sur finalement la vidéo pour la lire ou pas, s'il se sentait en capacité de la lire en termes de débit. Voilà. Et donc finalement, on l'a laissé. Et ce qu'on constate d'après les chiffres, c'est que la vidéo est très consommée sur les téléphones. Et donc, pour le coup, ça aurait été dommage finalement de la retirer. En ce qui concerne les vidéos de com, on utilise effectivement la chaîne YouTube. On aurait pu utiliser autre chose, mais il se trouve que les fonctions de partage de YouTube restent hyper performantes.
que ce soit dans YouTube lui-même ou que ce soit via l'interface, et que donc pour le coup on a choisi ça, mais bon, certains choisissent Vimeo, d'autres Dailymotion, bon, c'est un choix qui appartient à chacun. Un dernier détail, c'est évidemment l'objet lieu. Donc là par exemple on a un système de recherche de lieux, on peut le rechercher par mots-clés. On peut le rechercher par catégorie. Donc par exemple, si on cherche un amphi, on va cliquer amphithéâtre, on valide. Et on a essayé de faire émerger en fait tous les lieux qu'on a estimés remarquables et qui vont au-delà de Grenoble INP, puisque comme on appartient aussi en fait à une structure universitaire plus large, on a beaucoup d'équipements en commun, que ce soit sportifs, que ce soit des restaurants universitaires, que ce soit des espaces vie étudiante. Donc on a plus de 120 lieux, donc c'est pas que Grenoble INP qui est décrit à travers en fait cet objet-là, c'est bien plus que ça. Et au sein des structures, on a souhaité mettre en avant évidemment un certain nombre d'amphis. Et là, par exemple, l'Amphivel, qui est un amphi, qui est le plus grand amphi du site grenoblois, qui peut accueillir jusqu'à 900 personnes. Et bien là, si on clique dessus, on va voir en fait qu'on a une description tout à fait complète pour s'y rendre. Donc que ce soit au niveau des coordonnées, que ce soit coordonnées GPS, que ce soit les typologies d'accès. Et on a intégré aussi ce qu'on appelle l'accessibilité physique, donc au bâti. Et donc là, on voit qu'on est capable de pouvoir décrire aussi la façon dont on peut se rendre sur le site pour quelqu'un qui, par exemple, pourrait être en fauteuil roulant. Donc, et ça, c'est des données qu'on a assez rarement et qui nous permettent de compléter de façon importante le dispositif qui est déjà assez conséquent à Grenoble, puisqu'on a été deuxième ville européenne en termes d'accessibilité au handicap. Donc c'est une préoccupation qui est permanente. Je l'ai cité tout à l'heure au niveau des interfaces, mais il faut savoir que le numérique, c'est le meilleur moyen pour quelqu'un en situation de handicap d'être autonome. Il faut essayer d'être complet dans la palette et on essaye en tout cas de le faire au fur et à mesure. Alors là, je vous ai donné un exemple où c'était complet. Et évidemment, il y a encore des sites sur lesquels on n'a pas fait les descriptions, mais on cherche à les produire. Néanmoins, lorsqu'ensuite on arrive sur la carte, on a la possibilité de voir ça directement dans une carte et d'avoir l'itinéraire vers ce lieu. Et donc si vous êtes sur un téléphone mobile et que vous avez accepté d'être géolocalisé, le calcul se fait automatiquement. Voilà, et puis en plus, ensuite, vous pouvez profiter des solutions que Google met à disposition. Si c'est le cas dans le lieu dans lequel vous êtes, ça veut dire calcul d'itinéraire à vélo, en transport en commun, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est une solution qui est assez complète et qu'on peut intégrer également dans d'autres objets. Donc là, par exemple, dans l'organisation, on a intégré, si par exemple vous recherchez le service communication, vous allez pouvoir tomber sur le service communication et au-delà d'avoir une description du service, vous pouvez intégrer aussi un renvoi. Donc ça, c'est vrai là pour une fiche de type structure, comme c'est le cas dans Casup, mais ça peut être dans une actualité, etc. Donc c'est assez intéressant en termes d'outillage globalement. Si je reviens sur le projet lui-même maintenant, au-delà du projet que je viens de vous présenter, là vous avez le planning qu'on a déroulé. Donc le projet c'est globalement débuté fin 2012 avec finalement une mise en œuvre assez tardive, le temps de mettre en place un marché que vous voyez qui arrive en avril 2013. Et on a ensuite eu une période en fait de conception entièrement réalisé par Grenoble INP en termes de conception graphique, mais en collaboration avec Cosmos, dans la mesure où il fallait valider quand même la faisabilité de nos propositions. Au départ, on n'était pas certain que ce soit possible, par exemple, de présenter les services en haut, dans le menu en haut, puis finalement, en mode smartphone, de les déplacer, de les mettre, etc. Donc il a fallu valider tout ça, comme toute une batterie d'autres demandes qu'on avait. Et donc on a travaillé en étroite collaboration avec Cosmos. Ensuite, on a commencé par faire une migration, on va dire, des V5, V6 en réalité. Enfin, c'était en parallèle, donc il y avait une migration V5, V6. Et c'était en novembre 2013. On a formé tous les utilisateurs en amont.
genre entre 1 mois et 15 jours avant la mise en ligne, et ensuite on a fait la bascule. Donc tout le monde est passé en V5, donc en ISO fonctionnel avec nos anciens sites. Et ensuite, jusqu'en on va dire janvier 2014, on a assuré l'intégration graphique sur le nouveau design en responsive design. D'abord sur le site établissement et ensuite sur les écoles d'ingénieurs, etc. Sur la formation des utilisateurs, j'avais à peu près 250 contributeurs, donc je les ai formés sur 4 sites différents, en amphi, par groupe, parfois jusqu'à 80 personnes. Donc globalement, en fait, ça s'est assez bien passé. Les formations ont duré une demi-journée, dont 2 heures était la présentation en fait du nouveau design, parce qu'il fallait, je faisais un travail en même temps de projet et donc d'accompagnement au changement et aussi de consultation. Donc en même temps que je les ai formés, je leur ai présenté le design tel qu'on pensait le proposer pour voir un peu les retours qu'on pouvait avoir. Et en réalité, la formation elle-même ne durait que 2 heures. Et donc en 2 heures, j'ai fait passer comment dire, des contributeurs de la V5 à la V6. Alors qu'on était quand même sur une version qui était bêta. Ça veut dire que on était loin du compte en termes de finalisation de la version. Hein, puisque là c'était en novembre 2013 et la V6 elle a été livrée 6 mois après, donc à peu près. Donc pour le coup il y avait encore quand même des anomalies et ce qui est c'est logique hein, quand on est pilote. Et donc, mais pour les utilisateurs, c'est pas toujours logique. Donc, malgré un certain nombre d'anomalies, on n'a pas eu de retour qui était négatif. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des anomalies, on a eu des corrections qui sont arrivées relativement rapidement. En fait, on a eu quand même des très bons retours de la part des utilisateurs. Donc, ça, c'était plutôt bon. Voilà. Donc, on a un gain évidemment en termes de confort, de simplicité d'utilisation. Et puis en termes de stabilité, voilà, ça n'a quand même vraiment rien à voir avec ce que j'avais connu moi en 5.0. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même extrêmement favorable. Toutes les fonctions de traitement par l'eau, par exemple, si vous faites de l'administration, c'est quand même, ça change vraiment par rapport à avant pour faire beaucoup d'opérations, quoi. Alors sur le nouveau design, on a eu pas mal de retard en fait qui a été pris au départ pour assurer la livraison V6. Malgré le retard, on a réussi, alors qu'on avait prévu en fait de mettre en ligne le site établissement en janvier, à une semaine près d'assurer la livraison. C'était très important pour plein de raisons logistiques, voilà, notamment parce que j'ai assuré l'intérim de la gestion du service communication à partir du mois de mars jusqu'en 31 décembre 2014. Et donc il fallait que cette partie du projet soit finalisée avant que j'assure mon changement de fonction. Et donc pour le coup, on a mis les bouchées doubles. Je dois reconnaître que malgré les retards initiaux de livraison, Cosmos a su mettre les moyens pour permettre de respecter les délais. Et donc de ce point de vue-là, je dirais que ça s'est quand même relativement bien passé. Et aujourd'hui, on a 13 sites internet qui sont actuellement au nouveau design. Sur ce nouveau design, ce que je dirais, c'est que c'est efficace sur téléphone. On le constate par des analyses auprès quand même des utilisateurs. On a un gain au niveau de l'interface, de la lisibilité qui est considérable, hein, évidemment par rapport à notre version précédente qui quand même était assez ancienne. Et on a des retours qui sont vraiment très bons, que ce soit des étudiants, que ce soit des personnels ou que ce soit des utilisateurs type parents, d'élèves, etc. Alors comment je fais pour le savoir? C'est parce qu'on a des salons et que pendant ces salons, j'en profite pour questionner les utilisateurs, avoir des retours, etc. Et donc on voit qu'il y a quand même, et souvent on fait des comparaisons entre nos sites et ceux des autres, etc. Et on constate que les retours sont assez positifs. Ensuite, on a d'autres éléments qui sont, eux, plus, comment dire, avec des analyses un peu plus, entre guillemets, objectives. En tout cas, je l'espère, hein, pour le premier, puisqu'il y a DigiSchool, on a déclaré premier sur le web, ex aequo avec Central Paris.
et qui ont normalement des analyses à peu près approfondies. Et nous, en termes de chiffres, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on est passé de 5% de consultations de tablettes plus mobiles en 2013 à 12% de consultations de tablettes plus mobiles en 2014. Donc, alors évidemment, c'est lié à quelque part un changement des usages. Les gens je pense qu'on aurait eu une croissance même si on n'avait pas changé. Et il n'empêche que on espère quand même que le fait d'avoir changé les interfaces a accru la consultation, parce que plus évidemment on peut consulter avec confort, et bien plus on revient dans ces conditions. Ça veut dire aussi que quand même 12% des consultations se font pour tablettes et téléphones. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est quasiment un devoir de répondre à l'usage, indépendamment de cette croissance. Si je reviens en 2015, eh ben, le chiffre il aura augmenté. Donc on voit qu'on est quand même sur une tendance qui est claire, qui est nette. Et là, il y a plus que doublé. De 5 à 12, c'est plus que doublé pour passer quand même en un an. Voilà. Ensuite, c'est vrai que quand on regarde les indicateurs de trafic, globalement, ce qu'on constate, c'est que si on a un volume de trafic qui quand même était assez élevé et qui peut difficilement croître encore, même s'il progresse légèrement, là où on a une véritable plus-value, c'est sur le nombre de pages qui sont visitées par visite. Ça veut dire qu'on a plus de 10% de croissance. Quand les gens arrivent sur notre site, eh ben, ils regardent 10% de plus de pages qu'en 2014. Il reste 10% de temps en plus qu'en 2014. Ce qui veut dire que, mine de rien, l'attractivité du site est plus forte, la lisibilité est plus forte, l'envie de rester et d'aller consulter du page est plus forte. Donc on constate que quelque part les résultats sont là globalement au regard de ce que nous avons réalisé. Donc en conclusion, le choix du responsive pour nous et la façon dont on l'a abordé nous semble, on est assez content aujourd'hui du résultat. Enfin, sur le retour d'expérience en tant que pilote, puisque c'est quand même assez spécifique d'être pilote sur une version, qui est une version majeure quand même, je pense, pour Cosmos, c'est que, évidemment, c'est pas simple, ça s'improvise pas, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quand même beaucoup d'investissement, parce qu'il faut remonter les anomalies, et ça veut dire un travail de fourmi, voilà, il faut lister, il faut être très clair dans les remontées. Et puis c'est éprouvant parce que parfois il y a des régressions, donc on fait des corrections, clac, mais les corrections finalement finissent par générer d'autres bugs. Et donc on est toujours obligé de revenir et être extrêmement rigoureux sur tout ce qu'on fait. Et donc c'est assez éprouvant, ça demande du temps, en plus du projet qu'on mène, donc ça il faut le savoir. En même temps, la contrepartie, c'est qu'on a quand même une capacité d'interaction sur le produit. Donc, il se trouve qu'il y a un certain nombre de choses que j'ai pu demander et qui ont été apportées en nouveauté sur le produit, dont aujourd'hui je suis quand même assez satisfait. Parce que mine de rien, je ne les ai pas payés pour les avoir au final. Et donc, et ça a été pris en compte dans la demande, quoi. Voilà. Donc ça, je pense que c'est assez intéressant. Et globalement, ça s'est passé en bonne intelligence, c'est-à-dire que, bon, je ne sais pas si c'est toujours le cas avec tout le monde, mais moi j'ai travaillé avec Axel Poirier, donc notamment, qui est chef de projet chez Cosmos, et qui a une écoute relativement attentive, qui est assez sérieux, et qui travaille assez bien. Et donc pour le coup, les choses se sont déroulées intelligemment, je dirais. Donc ça, c'était la partie assez positive. Il n'empêche que sans méthode, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être extrêmement sérieux et rigoureux, sinon c'est compliqué, quoi. Voilà. Et enfin, pour finir, maintenant qu'on a fait le web externe, donc les parties internet, on va s'attacher. Je ne sais pas encore exactement dans quel délai, mais la problématique du web authentifié. On a pas mal d'intranets. Donc tout à l'heure, on avait 15 intranets, donc j'ai un intranet central, un intranet d'école, des intranets thématiques. On a aussi une batterie de services. On a des problématiques, comme d'ailleurs nous tous, celles qui ont été énoncées d'ailleurs ce matin en présentation, de gestion électronique de documents, de veille, de partage, de veille métier, de veille technologique, de veille scientifique. On a des problématiques d'e-administration, de dématérialisation de certain nombre de processus, etc.
Et on a tout ce qui est réseaux sociaux. Là, j'ai dit RSE pour réseaux sociaux d'entreprise, hein, mais comment est-ce qu'on intègre en fait tout ça? Comment est-ce qu'on arrive en fait à projeter, je dirais, une vision qui est unifiée de cet ensemble, qui est assez complexe, et qui est complexe parce qu'on a des publics qui finalement sont assez différents. Et c'est vrai que si on présente une liste de services, alors que, qu'une partie finalement va intéresser le public en question, eh ben on les noie dans l'information. Et aujourd'hui, on a une vraie problématique, c'est qu'on est tous noyés dans un amas d'informations qui ne fait que croître. Et donc, comment est-ce qu'on est capable de penser une interface, je dirais presque un tableau de bord, qui permette en fait de fluidifier tout ça pour l'utilisateur. Et donc, voilà, proposer une version qui est en même temps unifiée, mais en même temps orientée utilisateur, c'est la réflexion que je suis en train de mener pour essayer de voir comment est-ce que on peut proposer quelque chose de pertinent. C'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que les sites internet, hein, dans les faits, la partie web authentifiée. Voilà, mais je pense que c'est aujourd'hui, on voit que tout le monde est confronté à la transformation numérique, tous les secteurs d'activité. Je veux dire, et ceux qui s'en rendent pas compte finissent par avoir des difficultés économiquement. On l'a vu dans la musique, hein, etc. Et tous les secteurs sont confrontés à cette transformation numérique. L'université aussi. On voit les MOOC qui explosent. On voit, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui ont un impact. Et dans la gestion, je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui derrière cette question-là. Et je pense qu'il faut s'y atteler, quoi, parce que les étudiants, ils vont vite, ils poussent et ils sont vraiment en demande, quoi. Voilà. Alors la spécificité de Grenoble INP, c'est que le service com maîtrise totalement le web. C'est-à-dire que notre direction des systèmes d'information n'intervient pas. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne nous soutiennent pas, parce qu'ils nous soutiennent complètement, etc. Mais donc d'ailleurs ils ont participé financièrement au projet, hein, donc c'est pour dire qu'on travaille vraiment en bonne intelligence, mais c'est entièrement porté par le service communication de Grenoble INP. Donc là pour le coup, c'est globalement moi quand même qui ai fait les choses avec un stagiaire qui m'a accompagné sur ce projet et le graphiste du service communication. Donc on a globalement travaillé à 3 en interne pour faire les propositions, mais on était en mode projet, donc on a mis en place une équipe projet, un comité de pilotage, vers qui en fait on a fait les propositions, qui nous ont fait des retours, et ce qui nous a permis aussi globalement d'avoir une consultation large quand même, hein, au sein de l'établissement. On n'a pas travaillé que dans notre coin, mais globalement on avait un noyau dur qui était les 3 personnes que j'ai évoquées, qui ont réalisé les propositions. Et on faisait valider ça en comité de pilotage et en équipe projet pour avoir une vue terrain et une consultation importante. Oui. L'intégration et la migration, c'est Cosmos qui s'en est occupé. L'intégration graphique, donc tout ce qui est développement, et tout ce qui est migration technique V5.0 et 6.0, c'est Cosmos qui s'en est occupé. De toute façon, il aurait été quasi impossible de faire autrement, étant donné qu'on était pilote. Je veux dire, la version n'était pas sortie, n'était pas finie, et donc de toute manière, c'était pas envisageable de faire les choses autrement. Donc pour le coup, les choses étaient prévues au départ comme ça. Le serveur, la particularité, c'est que nous, en fait, pour les universités de la commune Université Grenoble-Alpes, les serveurs sont hébergés dans un service informatique interuniversitaire. Donc en gros, l'hébergement, l'installation des machines et la gestion des couches basses, OS, applications support, MySQL, Apache, etc., c'est géré par cet organisme interuniversitaire. Et le reste est géré entre Cosmos et Grenoble INP. On fonctionne toujours avec un moule ergonomique qui est commun. C'est-à-dire que pour limiter, comment dire, enfin, pour accroître la productivité, on va dire, on limite en fait le spécifique. Donc pour le coup, ça veut dire quoi? C'est qu'on définit un moule
Moule qui est globalement adaptable, c'est-à-dire que par exemple la page d'accueil, on peut avoir une version avec carrousel, une version sans carrousel, une version avec entrée par cible, une version sans entrée par cible, etc. Donc on a fait en sorte de pouvoir être adaptable à différentes situations, mais malgré tout on est sur un moule qui est unique. Après on peut le décliner au niveau des couleurs, des images, etc. pour intégrer l'identité graphique qui est propre aux composantes. Mais pour avoir une image établissement, le fait d'avoir une ergonomie commune, c'est quelque chose auquel on tient, déjà et ensuite pour des questions de temps de réalisation, plus il y a du spécifique, plus il y a du temps de travail. Et à un moment donné, on n'a pas les moyens humains pour pouvoir répondre à des demandes trop spécifiques. Et donc, nous, on a une proposition, mais c'est une proposition qui est complète. C'est-à-dire, on crée les sites, mais derrière, on accompagne les gens, on les conseille à plein de niveaux, notamment éditorialement, on les forme, on fait le support fonctionnel et technique, etc. Et donc, globalement, on va dire qu'on a une proposition qui est quand même très attractive. Et donc, les gens se satisfont du choix qui leur est proposé. Donc, voilà, c'est la contrepartie. Si, il y a des règles d'écriture, mais qui passent par des techniques d'écriture journalistique. Donc après, pour le coup, moi, c'est vrai que j'ai fait une fiche d'écriture pour le web qui donne des indications, notamment pour le référencement naturel, mais pas que, mais aussi pour la lisibilité de l'information pour externe. Mais globalement, c'est des communicants qui communiquent sur les sites majeurs, et donc ils maîtrisent techniquement en fait ces techniques. Alors ils ont été formés, on leur rappelle, donc globalement ils savent faire. Après, je dis pas que pour tous les sites c'est le cas, mais donc les sites majeurs c'est globalement le cas. Voilà. Aujourd'hui, il y a les contraintes des réseaux sociaux qui se rajoutent, c'est-à-dire qu'effectivement les titres ils doivent être aussi pensés Twitter compatibles. Voilà, donc ça fait partie des choses qu'on intègre, et donc, mais on le fait par la formation. Voilà. Après, on fait des fiches techniques, des fiches pratiques qu'on distribue, mais on ne va pas au-delà concrètement. Je vous remercie.